Ok, donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh, donc je m'appelle Bruno Guyot, je suis indépendant, donc je fais du consulting analytics, je fais aussi de la gestion de campagne publicitaire Google. Je fais ça en partenariat avec un monsieur qui s'appelle Blaise Raymondin, qui est aussi indépendant. Et donc on s'est rassemblés à deux pour créer une marque qui s'appelle Blaise Bruno. Et puis, je travaille avec Mediamix depuis un bon moment, où je les accompagne effectivement pour amener ma brique à leur édifice global sur la partie Google notamment. Donc aujourd'hui, je vais vous faire part d'une réflexion, une réflexion dans laquelle qui a commencé il y a quelques mois avec notamment bah, tout ce qui est régulation liée à la vie privée. On a de moins en moins de possibilités de récolter de la donnée. En tout cas, c'est de plus en plus encadré. Ça devient contraignant. Et puis, dans le même temps, on a aussi des contraintes technologiques, puisque les navigateurs ont démarré une croisade, entre guillemets, en faveur de la vie privée. On voit même Apple qui en fait un argument commercial phare. Si vous venez chez Apple, vous êtes protégé, votre vie privée est respectée, contrairement à chez les autres. Donc tout ça amène des nouvelles contraintes sur le marketing digital et la capacité qu'on va avoir de faire notre travail. Et voilà, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est globalement comment nous, on s'adapte à cette nouvelle donne, à ces nouvelles contraintes. C'est une réflexion qui est encore en cours. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses, mais voilà, c'est le fruit de notre réflexion et l'orientation que nous-mêmes on donne à travers nos process de travail et aussi comme conseil à nos clients. Donc, dans cette première partie, je voudrais faire un petit récapitulatif de comment ça fonctionne, la mesure des campagnes, la mesure de l'efficacité des publicités digitales jusqu'à présent. Et puis ça va nous amener gentiment aussi sur ça, c'était jusqu'à présent ce qu'on faisait. Maintenant, ça change à cause de ça et on verra comment s'adapter ensuite dans une dernière partie. Donc, globalement, pour mesurer l'efficacité des campagnes digitales, il va falloir comprendre les comportements engendrés par le trafic qu'on amène sur le site. Par exemple, si on fait une campagne pour générer des contacts commerciaux, on va faire venir des personnes sur un site web où on va essayer de les convaincre qu'on est évidemment le meilleur choix pour eux. On va vouloir qu'ils sortent du bois en nous contactant, soit par email, soit par téléphone. Et la mesure de l'efficacité de la campagne se fait grâce au nombre de prospects qu'on a générés. Donc il va falloir mesurer les actions qui sont menées sur le site où on envoie des visiteurs. D'accord ? Donc là, je prends un exemple. On est ici sur la page de contact du site de Mediamix. On voit qu'on a des emails qui sont juste là. Et bah, typiquement, on va vouloir mesurer le nombre de personnes qui vont cliquer sur les emails pour contacter Mediamix, et notamment dans le contexte où on fait venir des personnes par des campagnes sur ce site. Alors l'indicateur de résultat de performance de la campagne, ce sera le nombre de clics sur les emails, le nombre d'emails reçus. Ça, c'est un exemple spécifique. Maintenant, on va pouvoir élargir ce concept-là. Et quand on fait par exemple de la génération de prospects, on va vouloir traquer, comme on vient de le voir, les clics sur les emails. Attention, ça ne veut pas dire des emails qu'on a reçus, mais en tout cas des clics sur des emails, puisqu'il faut cliquer pour pouvoir envoyer l'email, donc on va mesurer ça. On va pouvoir traquer des téléchargements de brochures ou de documentation. Ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup en génération de prospects. On va vouloir traquer les envois de formulaires. Donc l'avantage de l'envoi de formulaire sur le clic sur les emails, c'est qu'on est sûr que l'email a été envoyé. Voilà. C'est une bonne pratique aussi de mettre un formulaire. On va vouloir traquer aussi les appels téléphoniques parce que par exemple, dans l'exemple ici, on voit bien qu'il y a des numéros de téléphone qui vont être mis en place sur la page de contact. Certaines personnes choisiront l'email, d'autres vont vouloir appeler, et du coup, si on ne mesure pas les appels, on passe à côté de peut-être 50%, voire plus, des conversions, des actions clés menées sur le site pour contacter Mediamix. On pourra aussi traquer des prises de rendez-vous en ligne. Je pense notamment à des solutions comme agenda.ch, avec qui on a un partenariat, qui eux permettent de faire de la réservation en ligne. On pourrait tout à fait proposer
une réservation avec un rendez-vous avec une personne pour avoir un conseil gratuit pendant 30 minutes pour savoir s'il y a quelque chose à faire ensemble. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va traquer et qu'on va déterminer comme étant des conversions, les conversions étant le résultat de nos campagnes. Et c'est pour ça qu'on va aller optimiser. Donc ça, c'est dans un contexte de génération de prospects. Ensuite, d'un point de vue e-commerce, on va venir regarder, par exemple, là pour cet exemple-là, on va aller mesurer le nombre de fois où les gens ajoutent au panier, par exemple. Mais de manière plus large, on va vouloir regarder les vues de produits. Donc sur 100 personnes qui viennent sur le site, combien consultent un produit? C'est la première étape pour pouvoir arriver à la vente, évidemment. On va vouloir mesurer les ajouts au panier, les suppressions de panier. On va vouloir mesurer les ventes avec tout ce qui va avec. Quels sont les produits qui ont été achetés? Quel est le chiffre d'affaires? Autant de choses qu'on va remonter à l'intérieur des plateformes publicitaires et Analytics. On va vouloir regarder les annulations de commandes. On va vouloir regarder les différentes étapes du tunnel de vente, etc. etc. Donc voilà un petit peu, je dirais, pour le e-commerce. Donc ça, c'est la manière dont on va évaluer la performance des campagnes. Quelles sont les actions clés attendues qui ont été réalisées par les visiteurs qu'on a fait venir par nos campagnes. Ensuite, il y a deux types de mesures. Donc globalement, le premier, c'est l'analytics. L'analytics, on met ça sur notre site web et c'est un système de mesure complet qui s'intègre au site web et ça va nous permettre d'analyser, entre autres, donc les pages qui ont été vues, les actions qui ont été réalisées, ce qu'on vient de voir juste avant, quelles sont les actions qui ont été réalisées par les visiteurs quand ils sont arrivés sur le site. On va pouvoir en savoir un peu plus sur les visiteurs, qui y sont, d'où ils viennent, quelles technologies ils utilisent, que ce soit d'un point de vue navigateur, que ce soit d'un point de vue appareil. On peut aussi avoir une notion d'âge, de sexe. On va pouvoir voir enfin les sources de trafic, d'où est-ce que ces visiteurs viennent, et puis les parcours clients. Une fois qu'ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils font sur le site et comment ils parcourent le site. Donc ça, c'est globalement le premier type de mesure, l'analytics. Après, on a ce que l'analytics mesure et puis on a aussi ce qu'on en fait. C'est important de préciser ce qu'on en fait. Récupérer des informations sur les visiteurs, c'est bien, mais il faut les utiliser. Donc ce que je voulais vous montrer ici, c'est que finalement, on va vraiment pouvoir comprendre qui est notre audience à travers pas mal de rapports différents. On va pouvoir comprendre sexe, âge, des centres d'intérêt, des notions de géographie, que ce soit d'où est-ce qu'ils proviennent, quelle ville, quel canton, quel pays, ou aussi la langue. On va voir tout ce qui est technologie et appareil, comme je disais tout à l'heure, quel navigateur ils utilisent, quel appareil, quel OS, etc. Et puis, ça, c'est des données brutes, c'est bien, c'est des données agrégées qui vont nous permettre de comprendre globalement qui sont les gens qui viennent sur notre site. Mais on va ensuite pouvoir faire un système de filtrage, et par exemple, on va pouvoir analyser des segments extrêmement précis pour pouvoir mieux les comprendre. Qui sont les acheteurs femmes entre 25 et 34 ? On va pouvoir aller isoler et regarder qui sont ces personnes. Et puis on va aussi pouvoir aller regarder qu'est-ce qu'elles achètent, quelle page elles regardent. Et on va pouvoir comparer ça par exemple à un acheteur 45-55 homme. Voyez. Et on va pouvoir ainsi mieux comprendre les segments de clients qui viennent sur le site. Et on va pouvoir essayer d'adapter l'expérience qu'on offre sur le site en fonction de ce qu'on a appris. Donc ça, c'est l'analytics. Voilà à quoi il sert. Un deuxième truc qu'on va faire avec l'analytics, ça va être d'améliorer le site web. Grâce aux données analytics, on va par exemple pouvoir mettre en place des tests AB et on va pouvoir se donner une idée de qu'est-ce qui résonne le mieux vis-à-vis des gens qu'on amène sur le site pour pouvoir améliorer sans cesse ce qu'on dit sur les pages et être de plus en plus efficace d'un point de vue conversion. On va aussi pouvoir avoir une notion de ce qu'on appelle les tunnels de conversion. Donc là, dans l'exemple, on est sur un site e-commerce, donc en gros, sur la totalité du trafic qu'on amène sur le site, combien vont regarder des produits, combien vont ajouter au panier, combien vont faire des ventes. Donc là, on se donne une notion de tunnel. Et l'idée, ça va être d'optimiser, si vous voulez, le nombre qui transitionne
pour en avoir toujours plus et augmenter du coup le volume des transactions. Donc là, dans un contexte e-commerce, c'est ça, mais on pourrait également avoir la même chose pour un contexte de génération de prospects. Peut-être qu'il doit voir la page 1, peut-être qu'ensuite il doit télécharger la brochure et qu'enfin il doit faire un formulaire de contact. On pourrait mettre ça sous forme d'un tunnel visuel comme ça et chercher aussi à optimiser au fur et à mesure. Et puis, on a également le tunnel le plus connu, là en e-commerce toujours, le tunnel de vente, donc entre le moment où il regarde son panier, où il choisit son mode de livraison, son mode de paiement et où il va finaliser la vente. Donc voilà globalement l'utilisation de l'analytics. Ce qu'il faut retenir, c'est mieux comprendre qui sont les gens qui viennent sur notre site et comment on fait pour que notre site convertisse toujours plus. Entre le moment 1, qui est le moment où le site sort, et le moment B, qui est le moment où vraiment on ne peut plus utiliser ce site, il est trop vieux, on veut en changer. La théorie, c'est qu'on ne doit pas rester platonique et rien faire sur le site comme ça, d'un point de vue conversion. On doit sans cesse l'optimiser de sorte à ce que ça progresse. Donc voilà l'utilité de l'analytics. Ensuite, on a un deuxième système de mesure, on a les pixels publicitaires. Les pixels publicitaires, c'est un système qui va mesurer donc les conversions, les actions clés. Donc dans l'analytics, on est susceptible d'analyser beaucoup de choses pour progresser et apprendre. Pour les plateformes publicitaires, la seule chose qui nous intéresse, c'est les résultats, et c'est ce qui va nous permettre d'évaluer la performance de nos campagnes. Et puis il y a un deuxième objectif, c'est que grâce à ces pixels, on va pouvoir constituer des audiences en fonction de ce que les visiteurs font sur le site. Donc il est venu, il a fait telle action, il a vu telle page, il est resté tant de temps. Tout ça, c'est des informations qui sont captées grâce aux pixels et qui vont dans les plateformes publicitaires. Et nous, ensuite, on peut faire des audiences en fonction de comportements passés. C'est ce qu'on appelle le reciblage publicitaire, ou encore retargeting, ou encore remarketing. Donc, quelques exemples. Donc, on a les pixels de conversion Google Ads, on a les pixels Facebook, on a les tags LinkedIn, on a des floodlights double-clic, et il y en a encore une multitude, puisque finalement, à chaque fois que vous allez essayer de faire de la publicité sur une plateforme, chaque plateforme va vous dire, bah tiens, il faut que tu mettes ce code sur ton site pour que nous, on puisse créer des audiences et qu'on puisse mesurer les résultats de ta publicité. Un petit mot sur les technologies. Donc, dans l'idée, j'ai vulgarisé ça le plus possible. L'idée, c'est pas de vous saouler avec de la technologie et de vous faire mal à la tête. Mais malgré tout, si vous voulez comprendre les mutations actuelles, vous devez avoir une notion des technologies qui sont derrière et pourquoi ça change. Donc, d'abord, je voudrais vous parler de JavaScript. Donc, le JavaScript, c'est un langage informatique et on utilise du JavaScript notamment pour les pixels publicitaires, mais aussi pour mettre en place l'analytique sur les sites. Systématiquement, c'est un code JavaScript qu'on met sur toutes les pages de notre site et qui va nous permettre de remonter des informations. Donc là, je vous ai donné un exemple. Ça, c'est le code JavaScript qu'il faut mettre sur toutes les pages de votre site pour avoir Google Analytics qui est mis en place. Et on a la même chose pour Google Ads, pour Facebook Ads, pour tous ceux qu'on a vus avant. À chaque fois, ils vous donnent un code JavaScript. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On met ce code sur toutes les pages de notre site. À chaque fois qu'il y a une page qui est chargée, le JavaScript s'exécute, c'est comme ça qu'on dit, et il envoie des informations auprès de la plateforme à laquelle il correspond. Donc à chaque fois qu'une page se charge, Google Analytics il va recevoir des informations. Si c'était un pixel Facebook, eh ben à chaque fois qu'une page se charge, Facebook va recevoir des informations. Et puis, à chaque action qui vont être menées sur une page, il va y avoir aussi de l'information qui va remonter. On parlait tout à l'heure de conversion, d'actions clés à mesurer. Donc, chaque page se charge, on envoie de l'information. Et à chaque fois qu'il y a une action clé qu'on a décidé de mesurer, une vente, un formulaire de contact, etc., c'est pareil. Ça va renvoyer de l'information chez la plateforme correspondante. C'est comme ça que ça marche sous le capot et de manière très vulgarisée. Ensuite, il y a une deuxième technologie qui sont les cookies. Alors les cookies, c'est un petit fichier qui est stocké dans le navigateur que vous utilisez. Et en gros, le cookie, sa fonction principale, ça va être de mémoriser des informations sur vous, sur certains comportements, et de pouvoir les conserver de page en page. Parce que à chaque fois qu'une page est réactualisée, on perd toutes les données en théorie. Donc le cookie, c'est un système de stockage dans lequel on va pouvoir venir piocher de page en page, et c'est ce qui va nous permettre, par exemple, dans un contexte analytics, d'analyser non pas seulement ce qui se passe page par page, mais aussi ce qui se passe au niveau d'une visite, et de pouvoir attribuer des caractéristiques au niveau d'une visite complète. Donc on a
Les cookies first party. Donc, les cookies first party, c'est majoritairement pour l'analytics. L'analytics utilise un système de cookies first party, c'est-à-dire comment je peux vous dire ça pour que ce soit simple et pas compliqué. C'est un cookie qui est déposé par votre site, par le nom de domaine de votre site. Et on a aussi les cookies tiers, ce qu'on appelle des cookies third party. Ça, c'est pour les plateformes publicitaires. Les plateformes publicitaires, elles utilisent des cookies third party. Donc, qui sont liés à un autre nom de domaine que le vôtre, que votre site. Si vous n'avez pas retenu et compris forcément la nuance là-dedans, c'est pas bien grave dans le fond. Ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'on a des cookies first party et des cookies third party. Donc c'est un système qui est imparfait, mais mieux que rien. Il est imparfait pourquoi? Parce que les cookies, comme je disais tout à l'heure, c'est des petits fichiers qui se mettent dans un navigateur. Donc ça veut dire que vous êtes dépendant d'un navigateur et donc d'un appareil. Donc qu'est-ce qui se passe si vous utilisez un même site web sur deux appareils différents? Eh ben, vous êtes une même personne, mais pourtant, d'un point de vue analytique, vous allez être deux utilisateurs différents. D'accord? Donc en ça, c'est pas parfait, et ça l'a jamais été, mais c'est mieux que rien. C'est mieux que de faire des publicités sans avoir aucune idée du retour. Donc c'est déjà pas mal. Maintenant, ça nous amène sur les défis auxquels on fait face actuellement. Donc on a, comme on l'a vu, tout notre système de mesure qui est basé sur du JavaScript et sur des cookies. Et comme vous l'avez sans doute entendu pas mal ces derniers temps, il y a pas mal de choses qui se passent avec les cookies. Et puis il y a aussi pas mal de régulations qui nécessitent qu'on ait un consentement de la part des utilisateurs avant de pouvoir les traquer, etc. Donc on va revenir un petit peu en détail là-dessus. Donc la première chose, c'est les réglementations liées à la vie privée. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez récent. On a le RGPD qui est rentré, ça devait être en mai 2019, où ça s'est mis en place dans toute l'Europe. On a la LPD en Suisse qui va pas tarder, qui est l'équivalent du RGPD pour la Suisse. On a récemment aussi le California Consumer Privacy Act, qui est un espèce de RGPD appliqué à la Californie. On voit que d'un point de vue régulation, ça bouge. On voit que ça bouge et qu'on veut vraiment avoir plus de contrôle sur la vie privée et arrêter de faire tout et n'importe quoi. Donc en bref, ce que je vous dis là, évidemment, ne peut pas remplacer les conseils d'un avocat spécialisé. Moi, ce que je vous dis, c'est mon interprétation, mais si vous voulez plus d'informations précises et être sûr à 100%, vous consultez un avocat, c'est beaucoup mieux. Mais globalement, on a l'obligation d'avoir un consentement actif, le mot actif, il est important, un consentement actif des utilisateurs avant de pouvoir déposer un cookie dans leur navigateur. Et c'est plus récent, il faut désormais stocker ces consentements et pouvoir prouver qu'on a eu le consentement actif des utilisateurs. Ensuite, il y a l'interdiction de traquer sans le consentement des actions qui, si elles étaient croisées avec un autre système, permettraient d'identifier un utilisateur. Alors, je vais essayer d'expliquer ça avec des mots un peu plus simples. Si globalement, j'ai un analytics qui traque un envoi de formulaire et que de l'autre côté, j'ai mon logiciel d'emailing dans lequel je reçois la demande de la personne avec son nom, etc., eh ben, ça veut dire qu'à travers ces deux systèmes, j'ai la possibilité de savoir qui est la personne et d'étudier son parcours sur le site. Ça, d'un point de vue vie privée, désormais, ça pose un problème. Donc, il faut avoir le consentement des gens pour pouvoir faire ça. Si on ne l'a pas, on n'a plus le droit de faire ça. Ça, c'est très important. Et puis, il y a une dernière notion qui est importante et qui l'est de plus en plus, notamment récemment, c'est le pays où sont stockées les données. Ça devient hyper important puisque, par exemple, dans le contexte du RGPD, les données elles doivent être stockées en Europe. Alors sur la LPD, je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais pas exactement si c'est les données qui doivent être stockées en Suisse ou si ça peut être stocké en Europe. On a récemment, c'était en juillet, en gros, on pouvait utiliser tous les produits Google et envoyer aux États-Unis à partir du moment où le fournisseur, celui qui stocke les données, avait signé un accord entre l'Europe et les États-Unis. Et a priori, pour l'instant, c'est remis en cause. Donc on est un peu dans une zone de flou actuellement. Mais en gros, actuellement, envoyer les données vers les États-Unis, c'est compliqué. Or, par exemple, toutes les technologies Google, mais pas seulement, toutes les technologies des GAFA, c'est tout hébergé aux États-Unis. Donc pour l'instant, on est dans une zone de flou artistique.
on attend qu'il y ait des nouvelles décisions, ou en tout cas des mesures prises par les GAFA, pour qu'on puisse continuer à envoyer nos données chez eux. Voilà, pour l'instant, c'est un peu une zone de flou, c'est pour ça que on ne sait pas vraiment où on en est actuellement, mais ça va évoluer, on suit ça de près. Alors en quoi est-ce un problème? C'est un problème parce que on s'est rendu compte que si vous laissez le choix aux visiteurs de donner leur consentement ou de ne pas le donner pour être traqués, c'est à peu près 90% des gens qui vont dire non. Qu'est-ce qui se passe s'ils disent non? On perd beaucoup de données et du coup ça devient un petit peu illusoire de pouvoir faire des analyses telles que ce qu'on a présenté avant. Ça devient beaucoup plus compliqué. Donc finalement, la manière de présenter la demande de consentement, ça devient stratégique. Il va falloir la présenter d'un côté en respectant le cadre légal et les obligations qu'on a quant à la manière de le présenter, et en même temps de faire des tests et de trouver le meilleur moyen de présenter pour que y ait un maximum de gens qui soient consentants. Voilà. Ça, c'est un objectif, c'est quelque chose d'extrêmement stratégique actuellement et depuis un petit moment avec ces régulations. Ensuite, il y a un deuxième aspect, et j'ai envie de dire il est aussi important et aussi contraignant que le premier, c'est la croisade des navigateurs. En fait, ça a commencé par Safari. Ils ont mis en place quelque chose qui s'appelle ITP, je crois que c'est Intelligent Tracking Prévention. Donc en gros, on va faire en sorte que vous ne soyez pas traqués. Comme je disais tout à l'heure, ils en ont fait même maintenant un argument commercial majeur. Si tu viens chez Apple, ta vie privée elle est respectée, alors que si tu vas ailleurs, tant pis pour toi. Et en gros, ils ont commencé à mettre des restrictions toujours plus fortes sur les cookies notamment. Donc ils ont commencé par bloquer les cookies tiers, les cookies third party. Si vous vous rappelez bien tout à l'heure, je vous disais il y a une distinction entre les cookies first party, les cookies propriétaires et les cookies third party. Donc en gros, pour faire simple, désormais les cookies third party, c'est plus accepté du tout dans Safari. Les cookies first party, c'est valable 24 heures. Au bout de 24 heures, s'il n'y a pas eu une nouvelle utilisation du site, le cookie dégage. En tout cas, il est inactif. Donc on se retrouve avec finalement des problématiques extrêmement fortes, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, les cookies third party, ça correspond aux plateformes publicitaires, et l'analytics, ça correspond aux cookies first party. Et on voit bien que, en tout cas au niveau de Safari, désormais le cookie première partie, c'est 24 heures, et les cookies third party, c'est non, tout court. D'accord? Donc ça pose pas mal de problèmes. Pour rajouter ça, il y a Firefox qui, alors ça doit être le 3e ou 4e navigateur en termes de part de marché. Maintenant, ça reste quand même assez petit, mais il a dit, nous on suit Apple, on suit Safari et on fait la même chose. Donc ils se sont mis à faire ça. Et puis, il faut voir un peu les choses dans le scope d'un marché, le marché des navigateurs. Aujourd'hui, le navigateur dominant, c'est Google Chrome. C'est lui qui a le plus de parts de marché. Et il ne pouvait pas laisser les autres s'attaquer à la vie privée, aux cookies, et ne pas réagir. Parce qu'à un moment donné, ils ont eu peur aussi de perdre des parts de marché. Et puis Google, ils sont sous le feu régulièrement des régulateurs, etc. Donc ils n'avaient pas le choix que de faire ce même mouvement. Donc ils ont dit, ok, nous aussi, à partir de 2022, ils sont restés un peu évasifs sur la date, ils se sont donné 2 ans. Les cookies third party, ce sera terminé. Donc au niveau des navigateurs, on a vraiment cette croisade contre les cookies en faveur de la vie privée. Voilà, c'est un double combat. Donc j'ai voulu vous donner une idée des parts de marché respectives des navigateurs en Suisse. Donc là on est sur un site, c'est un screenshot d'un site qui s'appelle StatCounter. À noter que ce que j'ai sorti ici pour la Suisse, vous pouvez l'avoir pour quasiment tous les pays et vous pouvez l'avoir aussi au niveau du monde. Donc ça vous donne un peu une idée. Vous voyez, en Suisse, on a donc 42% des gens qui utilisent Chrome, 32% des gens qui utilisent Safari. C'est énorme. On est un des pays dans lequel Safari a le plus de parts de marché. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont utilisateurs Apple en Suisse. Firefox, quasiment 10%, etc., etc. Mais vous voyez, finalement, si on ajoute déjà ces deux-là, on est quasiment à la moitié, un petit peu moins, des utilisateurs pour lesquels les cookies tiers c'est déjà mort et les cookies first party, liés donc à l'analytics notamment, c'est plus que 24 heures. Alors qu'est-ce qui se passe
Alors, qu'est-ce qui se passe? Bonne question. Donc les cookies vont devenir obsolètes dans Chrome, ce que je vous disais, ils ont réagi, etc. Donc ils vont se mettre à bloquer les cookies tiers. On a une news assez récente aussi liée à Apple. Donc il y a cette histoire d'Apple ID. En gros, vous pouvez, par exemple, vous allez sur n'importe quel site média, il va vous proposer de vous connecter avec Facebook ou il va vous proposer de vous connecter avec Google. Et en fait, en faisant ça, eux, ils récupèrent les infos de login, ils vont récupérer votre email, etc. Et c'est ce qui va permettre aussi de pouvoir actionner la donnée grâce notamment aux emails. On va revenir là-dessus un petit peu après. Les emails sont très très importants, notamment dans le contexte actuel, et ils vont le devenir de plus en plus. Mais bref, ce qu'il faut retenir, c'est que aujourd'hui, c'est Facebook et Google qui, par leur système de connexion sur un site tiers, permettent de passer des données au site tiers, notamment liées à l'email. Et en fait, Apple, ils vont sortir également un Apple ID, un système de connexion. D'après les projections, certains disent qu'ils pourraient prendre très rapidement la moitié des parts de marché, et notamment en Suisse, où on a beaucoup d'Apple. Et le problème, c'est que Apple a décidé, encore une fois, c'est son argument, respecter la vie privée, etc. Donc, globalement, l'email ne sera plus transmis. Il sera anonymisé. Donc, finalement, on ne va plus vraiment pouvoir récupérer ces emails et faire des actions liées à ça. Donc, ça pose un vrai problème. On voit qu'on est de plus en plus... C'est comme si nos possibilités de tracking, elles étaient étouffées de plus en plus, en tout cas avec les technologies qu'on a actuellement. Notre liberté de traquer, elle est toujours plus faible. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Il n'y a pas de signaux qui montrent qu'il va y avoir un retour en arrière. Au contraire, on a l'impression que ça va aller toujours plus en avant. Donc quelques implications. La liste, elle n'est pas exhaustive. C'est ce que j'ai pu réfléchir, ce que j'ai pu voir aussi à droite à gauche. Donc la capacité d'analyse liée aux outils analytics, elle va être fortement réduite. Pourquoi? Si vous voulez, dans l'analytics, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on va pouvoir comprendre ce qui se passe sur une page, on va pouvoir comprendre ce qui se passe au niveau d'une visite, et puis on avait aussi quand même la possibilité de se donner une idée de ce qui se passe au niveau d'un utilisateur à travers plusieurs visites. Donc le visiteur, il vient, il fait une visite aujourd'hui, puis 3 jours plus tard, il revient, il fait une autre visite, et on est capable d'analyser cet utilisateur à travers 2 visites. Maintenant, avec la fin des cookies et des cookies sur le cookie sort party où on est limité à 24 heures, pouvoir analyser des utilisateurs à travers plusieurs visites, ça c'est fini, c'est terminé. Donc finalement, voilà, la capacité d'analyse liée aux outils analytiques est forcément réduite par rapport à la durée de vie des cookies. Et puis les régulations, comme on l'a vu aussi, ça fait qu'on ne va plus pouvoir traquer toutes les mêmes actions qu'avant, en tout cas sans le consentement. Si par exemple je veux traquer l'envoi d'un formulaire, je suis obligé d'avoir le consentement des gens, et s'ils ne me l'ont pas donné, ça c'est des informations que j'aurai plus. Donc ma capacité d'analyse dans l'analytics, elle va être réduite. Elle l'est déjà et elle va l'être de plus en plus. Ensuite, donc, on va encore pouvoir analyser ce qui se passe sur une visite, bien que selon consentement, on a moins de données, c'est ce que je viens de dire. Ouais. Mais plus vraiment à travers ce qui se passe plusieurs. C'est déjà fortement le cas, donc c'est ce que je viens de dire. Ensuite, une autre implication, ça va être le nombre de conversions qui vont être mesurées par les plateformes publicitaires. Ça va nettement diminuer, et ça a déjà commencé. Et d'ailleurs, on voit que Facebook vient d'annoncer que ils éliminaient la fenêtre de 28 jours d'attribution. Alors juste pour que ce soit un petit peu plus facile à digérer et à comprendre, globalement, entre le moment où quelqu'un voit une pub sur Facebook, si dans les 28 jours il vient sur le site et il fait une conversion, alors Facebook va dire ok, il a vu ma pub dans les 28 jours, donc on peut dire que c'est grâce à moi si tu as eu cette conversion. Donc il va dire, il va regarder 28 jours systématiquement pour chacune des personnes qui ont vu la pub, et si dans les 28 jours il se passe quelque chose, alors il va ramener la conversion en disant ça c'est grâce à moi. Mais chez Facebook comme chez les autres, ça marche sur des cookies tiers, donc avec ces limitations, ça ne veut plus rien dire en fait, ça ne veut plus rien dire. Donc ils ont dit ok, 28 jours on arrête, donc pour l'instant ils proposent 1 jour et 7 jours, ça ne m'étonnerait pas que d'ici quelques temps on soit que sur du 1 jour en fait. Donc ça, c'est assez problématique parce qu'on sait notamment que sur Facebook, les gens, soit ils ne cliquent pas sur les pubs,
soit ils viennent une première fois sur le site, ils découvrent, parce qu'ils n'avaient jamais entendu parler de ce truc-là, et ils vont pas convertir tout de suite. Il va falloir plusieurs visites ou plusieurs jours, et donc forcément, plus on réduit la fenêtre, et moins on va avoir l'impression que Facebook donne des résultats. Ce qui en réalité est faux. Les gens vont continuer à faire plusieurs visites et à convertir au bout de quelques jours, mais la différence c'est qu'on ne le saura plus. Ce ne sera plus reporté, on ne se sera plus mesuré. Et ça devient très très problématique. Parce que finalement, on va se dire que les campagnes c'est plus rentable et du coup les budgets pourraient diminuer, par exemple. C'est une illusion parce que dans les faits, les conversions seront toujours là, mais puisqu'on sera plus capable de le mesurer correctement, ça va poser des problèmes. Ensuite, le ciblage par audience lié aux interactions passées sur un site web, donc ce que je disais tout à l'heure, créer des audiences en fonction de ce que les gens font sur le site, ça se crée grâce à des cookies et ça pourrait disparaître potentiellement si, en tout cas, ce système basé sur les cookies tel qu'il est aujourd'hui, on ne va plus vraiment pouvoir faire des audiences, ou en tout cas, elles vont être drôlement plus vides que ce qu'elles devraient être. Donc ce sera plus ou moins la fin du reciblage publicitaire, hormis le reciblage qu'on va pouvoir faire quand on a les emails des gens. Rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure, l'email devient de plus en plus important. La fiabilité de l'indicateur fréquence des vues publicitaires, elle est plus que remise en cause. Bah évidemment, c'est un indicateur qui est extrêmement important. Je pense notamment sur Facebook Ads, mais aussi sur YouTube. On va regarder et faire en sorte que les gens ne se tapent pas 50 fois la même annonce. On va vouloir au contraire diffuser de manière plus uniforme et maîtriser le nombre de fois où les gens vont voir la publicité sur une période donnée. Et ça, c'est pareil, c'est géré avec un système de cookies. Donc à un moment donné, si les cookies sont inactifs ou inexistants, eh ben, nos fréquences, elles ne vont plus être justes du tout. En fait, la fréquence restera basse, alors que dans la réalité, les gens ils auront vu la pub beaucoup plus que ça. Mais comme c'est réinitialisé les cookies à chaque fois, bah, l'indicateur de fréquence, il sera beaucoup moins intéressant que... ouais, sera plus vraiment utile. On ne peut plus compter sur les conversions après affichage. Alors ça, c'est pareil. Peut-être c'est important que je le précise. Je vous parlais tout à l'heure de deux systèmes de mesure. L'analytics d'un côté et les pixels publicitaires de l'autre. En fait, s'ils nous font tous installer des pixels publicitaires sur notre site, c'est pourquoi? C'est parce que 60% des gens qui voient une bannière, ils vont pas cliquer dessus. Et s'ils ne cliquent pas dessus, il faut qu'on ait un système pour mesurer les ventes après affichage. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Si dans les 28 jours, quelqu'un a fait un achat et il a vu une pub dans les 28 jours, alors la plateforme va dire bah, attends, il a vu ma pub à ce moment-là, là tu as une vente, c'est pas un hasard, c'est grâce à moi. D'accord? Donc l'analytics, lui, il raisonne en fonction des clics. Si quelqu'un clique sur la pub, il fait une visite liée à une publicité display, par exemple. Donc ça, on sait mesurer. Mais si il voit la pub et qu'il ne clique pas dessus, mais qui vient sur le site ensuite, ça, l'analytics, il ne sait pas le mesurer. Et c'est pour ça, par exemple, que quand vous allez dans Google Analytics, que vous regardez les résultats de vos campagnes Facebook, vous vous dites c'est nul. Et que quand vous allez dans Facebook et vous regardez les résultats de vos campagnes Facebook, les mêmes, vous dites putain c'est génial, c'est hyper rentable. Pourquoi? La différence entre les deux, c'est que Google Analytics mesure uniquement les gens qui ont cliqué et qui sont venus sur le site, alors que la plateforme publicitaire, elle va voir aussi toute la partie des gens qui ont vu la pub mais qui n'ont pas cliqué. Et puis il y a un autre phénomène, c'est Google Analytics, lui, il se focalise sur la visite. Donc en gros, la personne, elle clique sur la publicité display, elle vient sur le site, elle achète. Ok, la publicité display, elle a généré une vente. Mais qu'est-ce qui se passe si la publicité display génère une visite? La personne, elle vient, elle dit c'est pas mal, je vais venir recommander ce soir. Et puis elle revient le soir et elle recommande, mais ce soir elle est venue depuis Google par exemple. Bah, la vente, elle est pour Google référencement naturel ou Google payant. Elle n'est pas pour la publicité display, ce qu'on appelle l'attribution. C'est un peu compliqué, mais c'est des notions qu'il faut que j'évoque. Donc globalement, voilà, il y a vraiment deux vues extrêmement différentes. Et à partir du moment où les vues d'une publicité sont stockées par des cookies et où ces cookies n'existent plus ou sont très très limités dans le temps, alors ce qu'on appelle des conversions après affichage, on va quasiment plus en avoir. Et c'est dommage, c'est très embêtant pour tout ce qui est publicité display, mais aussi sociale. À partir du moment où on fait de la publicité pour amener des nouvelles personnes sur un site, mais que c'est des personnes qui ne nous connaissent pas puis qui ont besoin d'un petit peu maturer, plus le produit coûte cher, plus le cycle de réflexion va être long, et bah là on ne va plus du tout pouvoir suivre ce qui se passe sur le temps. C'est clair par rapport à ça? Ouais? Génial.
on va plus pouvoir compter sur le suivi cross-domain. Alors, ça c'est pareil, je vais l'expliquer. Je vais donner un exemple tout bête. Imaginons un client qui soit un événement. Un événement où... Et puis, ils ont un site web sur lequel ils présentent leur événement. Et puis ensuite, pour pouvoir réserver les billets, ils vont passer par une plateforme de réservation tiers. Donnons un exemple connu, WizEvent par exemple. C'en est un, c'est une billetterie qui fait que de la billetterie et on va plugger son site là-dessus et commander les billets sur WizEvent. Le truc, c'est que quand j'amène des gens sur mon site et qu'ensuite ils partent chez WizEvent pour pouvoir faire la réservation, nous, il faut qu'on fasse un lien. C'est ce qu'on appelle le suivi cross-domain. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il faut qu'on fasse le lien entre les deux pour qu'on puisse savoir les ventes et qu'on sache d'où vient la personne. Parce que quand on passe sur deux sites différents comme ça, si on regarde l'analytics du deuxième site, lui, il va nous dire bah, toutes les ventes, elles viennent du site de l'événement. Et quand on va sur le site de l'événement, on sait d'où viennent les gens d'un point de vue campagne, source de trafic, mais on ne sait pas s'ils ont acheté. Donc il y a un pont qui manque entre les deux, il faut relier ça pour qu'on sache à la fois d'où viennent les gens et comment ils ont acheté. Ça vous parle? C'est clair ça ou pas? Ouais. Ok, donc bah, typiquement, le suivi cross-domain, avec notamment les problèmes de cookies et de vie privée, bah, ça c'est pareil, ça devient extrêmement compliqué. Donc ça pose des problèmes. Ça pose énormément de problèmes. Donc voilà un petit peu, donc si on résume, je vous ai expliqué comment ça se faisait, comment on mesure tout ça aujourd'hui, les technologies qu'il y a derrière. Maintenant, je vous ai expliqué les problèmes qui vont crescendo avec des limitations toujours plus fortes liées aux technologies et liées aux régulations. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Donc ça, c'est un travail en cours, c'est un work in progress. Voilà la réponse que nous, on s'apprête à mettre en place. On a commencé déjà. C'est encore des tâtonnements et des recherches, mais dans l'idée, voilà le nouveau discours qu'on sert à nos clients. Donc, les plateformes pub ne vont plus pouvoir intervenir sur tout le tunnel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des Google ou Facebook, en gros, ce qu'ils vous disent, c'est grâce à nous, tu vas pouvoir toucher des clients potentiels sur l'intégralité de leur cycle de réflexion. Tu les fais venir une première fois, et puis ça devient un peu comme un cheval de Troie. Tu as créé une audience, ils sont venus, ils n'ont rien fait encore, parce qu'ils n'étaient pas mûrs, mais t'inquiète pas, on va faire du remarketing, ou du reciblage, ou du retargeting, et tu vas pouvoir aller toucher ces mêmes gens avec des publicités, et tu vas les faire revenir, et puis tu vas les faire descendre dans cette espèce d'entonnoir de vente, à travers plusieurs visites, et à chaque fois tu les recibles. D'accord? Ça c'est ce que Google, Facebook et tous les autres nous disent à juste titre. C'est vrai, et c'est comme ça que ça marchait jusqu'à présent. On fait des campagnes qui vont aller amener des nouvelles personnes. Ensuite, on va recibler ces mêmes personnes et essayer de les faire maturer jusqu'au moment où on va leur vendre quelque chose. Donc on attire des visiteurs une première fois, on crée des audiences de remarketing, on recible ensuite ces personnes en leur diffusant des messages personnalisés selon ce qu'ils ont fait avant sur le site, en vue de les faire progresser vers la conversion finale. Donc, schématiquement, ça veut dire que voilà, on fait venir un visiteur pour la première fois sur le site web, ensuite il s'en va, il va faire sa vie, et puis nous, par la publicité, on lui dit « Attends, t'as pas fini ce que tu devais faire sur le site, reviens ». Donc voilà, c'est le principe du remarketing. Et puis d'un point de vue un petit peu plus global, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec l'entonnoir. Imaginons par exemple, je donne un exemple au hasard, mais acheter une bagnole. Acheter une bagnole, ça nécessite quand même un temps de réflexion et ça nécessite plusieurs visites sur un site pour comparer les modèles, etc., comprendre les caractéristiques, aller voir des avis, etc. C'est pas... J'achète pas une bagnole en un jour, j'achète une bagnole en 1 mois ou 2 mois, le temps de me décider, de tout regarder. Donc on voit bien qu'on a plusieurs niveaux dans l'entonnoir, et vous voyez, finalement, ce remarketing, il est présent quasiment à chaque fois. En gros, on fait venir ici les gens sur la base de critères démographiques, centres d'intérêt, etc. Peu importe la plateforme qu'on utilise, on fait des hypothèses sur qui est notre client et comment on va l'atteindre. On le fait venir une première fois, et ensuite, par un système de remarketing, on va le faire descendre au fur et à mesure. C'est le point que je voulais avoir là-dessus. Ensuite, donc qu'est-ce qui advient si on ne peut plus créer d'audience de remarketing? Ou qu'on peut encore les créer, mais qu'elles sont vides, ou presque. Comment on fait? Puisque toute la stratégie, tout ce qu'on a toujours fait, c'est basé sur un entonnoir multitouche avec du remarketing. Comment on fait si ça, c'est plus possible? Donc on pourra toujours attirer les visiteurs une première fois, évidemment, comme je disais, avec notre hypothèse liée à nos personas, on va prendre tel ciblage, tel machin, parce que voilà, notre cible, on pense que c'est ça, et donc on fait venir des gens une première fois sur le site comme ça. Mais par contre, on ne pourra plus les recibler tant qu'ils ne sont pas clients
c'est-à-dire qu'ils n'ont pas donné leur email, en quelque sorte. Tant qu'on n'a pas leur email, ça va être compliqué de les recibler. Donc du coup, l'activation des clients, hein, la première fois où ils viennent, ils sont curieux, ils découvrent, et puis tout ce qui vient ensuite, c'est l'activation jusqu'à la vente. Bah, l'activation des clients, ça va être plus difficile. Et donc plus coûteux aussi, en théorie, si on continue à utiliser uniquement la publicité. Donc la récolte d'emails pour remplir le pipeline. Donc là, si vous vous rappelez cette histoire d'entonnoir, on va être tout au-dessus. D'accord? On est dans le moment où on a fait venir les gens sur le site une première fois. Et puis on a vu qu'on n'allait pas pouvoir les recibler, on n'allait rien pouvoir trop en faire tant qu'on n'avait pas leur email. Donc l'idée, c'est de dire ok, on fait venir des gens et là il faut qu'on les fasse sortir du bois. Il faut qu'on arrive à récupérer des emails pour plusieurs choses qu'on va voir ensuite, à la fois communiquer avec eux par email, mais aussi pouvoir faire des audiences de remarketing, non plus basées sur des cookies, mais basées sur des emails. D'accord? Donc globalement, l'activation va devoir se faire grâce aux emails. Donc on va collecter l'email des visiteurs pendant la première visite. Ça devient un enjeu stratégique et l'email va remplacer les cookies. Comment est-ce qu'on obtient un email lors d'une première visite? Ça, c'est une bonne question. Donc généralement, on va proposer du contenu gratuit contre un email. Ça, c'est le truc qui marche le plus souvent. Le livre blanc, la checklist, la formation gratuite par email, la formation gratuite tout court, peu importe. Il y a plein de techniques, de moyens d'aller pouvoir intéresser les gens et de récolter un email en retour. On va pouvoir proposer aussi, je pense à des entreprises qui font du SaaS, par exemple, un logiciel hébergé en ligne sur le cloud. Et peut-être qu'on va pouvoir proposer une version freemium et se dire ok, je te donne 15 jours d'essai gratuit ou un mois, ou alors je te donne le logiciel avec une version très réduite, tu ne peux pas tout faire dedans, mais c'est gratuit. Donne ton email, inscris-toi. Voilà, ça c'est un bon moyen aussi. Et puis en e-commerce, un truc qui marche très bien, je ne suis pas forcément pour, je suis vraiment plutôt orienté vers le contenu où on va donner de la valeur plutôt que de donner une remise où on baisse de la valeur en donnant des remises. Mais malgré tout, c'est quelque chose à envisager parce que ça marche très bien. On voit souvent sur ces sites marchands une pop-up qui dit tiens, 10% sur ta première commande, donne ton email. Donc ça, c'est des moyens. L'objectif, ça va être d'être smart dans la collecte d'emails. On veut obtenir dès la collecte une première idée de segmentation. Quel est le sujet d'intérêt de ces personnes qui viennent? Si je prends l'exemple d'un site e-commerce, admettons que je sois un site qui vend de l'outdoor, je vends des pompes de montagne, je vends des vélos, je vends etc. etc. Et typiquement, quand je vais récolter un email, j'ai besoin de savoir si la personne s'intéresse au vélo ou si elle s'intéresse plutôt aux chaussures de randonnée. Parce que je ne vais pas leur dire la même chose et je ne vais pas leur envoyer la même chose. Donc il faut penser à ce critère de segmentation. C'est ce qui nous permet d'être pertinent pour la suite et il faut y penser dès la collecte. Ça, c'est très important. Alors là, je voulais vous donner un exemple de ce que j'ai fait moi récemment. Est-ce que tu peux juste cliquer sur le lien, s'il te plaît? Voilà, donc globalement, tiens, tu veux bien accepter tous les cookies? Merci. Donc, je vais être très transparent, je vais vous dire vraiment tout ce qui s'est passé. Je suis moi-même dans cette réflexion de comment récolter des emails. En fait, j'anticipe un peu certaines conclusions que je voulais vous dire un peu plus tard, mais en gros, par fainéantise et par commodité, on a tous, et moi le premier, compté sur les plateformes publicitaires et le reciblage publicitaire, etc. Alors que l'emailing, c'est pas quelque chose de nouveau. Je veux dire, on n'a rien inventé de nouveau aujourd'hui, mais collecter des emails et puis surtout derrière mettre une relation en place, leur fournir de la valeur régulièrement et des communications régulièrement, c'est quand même assez contraignant. C'est beaucoup plus contraignant dans le fond que simplement aller faire des publicités, faire du reciblage. C'est beaucoup plus facile de faire ça. Et les plateformes, elles l'ont bien compris. Et elles ont pris un maximum de pognon parce qu'elles ont bien compris ça et que par commodité, c'est ce que tout le monde a fait. Maintenant, puisque pour l'instant ça change et que visiblement les GAFA ne proposent pas encore de solutions pour contrer ça, j'imagine que les solutions, ils les ont déjà, mais que par rapport aux régulateurs qui leur tournent autour, etc., ils sont un peu frileux de les sortir, ils attendent.
mais c'est un autre débat. Donc en gros, je me dis, ok, bah c'est parti, moi aussi, il faut que je me mette à collecter des emails. Donc je me suis dit, ok, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir récolter des emails? Et puis, quel est mon objectif derrière tout ça? Donc en gros, on a une formation payante avec Blaise, et puis ça correspond à un profil bien particulier de personnes. Alors on a commencé par se dire, ok, ce type de personnes, quels sont leurs besoins, qu'est-ce qui pourrait les intéresser? Et puis on en est venu à l'idée de se dire, bah tiens, une formation gratuite sur un truc bien précis, ça c'est obligé, ça les intéresse, et en plus celui qui va prendre cette formation-là parce qu'il est intéressé, il est forcément notre cible. Alors on s'est dit, ok, on va faire une formation gratuite. Donc on a sorti une formation gratuite de 3 heures. Moi, je timesheet tout mon temps. Donc en gros, c'est un travail qui m'a pris 20 heures. J'ai mis 20 heures pour faire cette formation, la page de vente, les campagnes de promotion, etc. Et puis, si tu descends, vas-y, je t'en prie, tu peux aller jusqu'en bas de la page gentiment. Voilà, donc c'est une page de vente assez classique où, en plus, pour une formation gratuite, j'ai pas forcé. Tiens, stop, remonte un tout petit peu. Voilà. En gros, débloquer le lien d'accès au Google Classroom. Google Classroom, c'est la plateforme sur laquelle la formation elle est hébergée. Si tu veux avoir accès à la formation, donne-moi ton email. J'accède à la formation gratuitement. En t'inscrivant, tu acceptes de recevoir des emails de Blaise et Bruno, de l'actu marketing, des tutos, des études et une sollicitation pour notre formation payante. À ce jour, j'ai pas... Si j'ai dû dépenser, allez, 100 balles à tout casser sur Twitter pour faire la promo de ce truc-là. Et sinon, j'ai fait un énorme carton sur LinkedIn aussi, mais sans rien payer. À ce jour, pour 20 heures de travail, j'ai récolté 600 abonnés. Avec une seule opération, 600 abonnés. Et dans ces 600 abonnés, j'ai déjà vendu des formations payantes parce que bah, c'était le but, c'était l'objectif aussi qu'il y avait derrière. On donne, on récolte des emails, mais après derrière on va travailler les personnes en leur envoyant de la valeur, etc. et en essayant de leur vendre ce qu'on a à leur vendre. Je veux bien qu'on retourne s'il te plaît sur la présentation. Je te remercie. Donc voilà un exemple de comment on va pouvoir récolter des emails. Ça va pas être compliqué en plus, vous voyez, on crée un contenu, on investit un peu de temps, et puis on va récolter des abonnés derrière, des abonnés qu'on va travailler. Non. Si, c'est bon. Donc entretenir une relation personnelle, automatisée avec les prospects. Parce que, comme je disais tout à l'heure, une fois qu'on a l'email, on peut refaire des audiences de remarketing et on va pouvoir reprendre comme en l'an 40, sauf qu'au lieu d'être avec des cookies, on est avec des emails. Mais est-ce que c'est la meilleure chose à faire? C'est une possibilité, oui. Mais est-ce qu'on n'a pas meilleure chose à faire directement en emailing, puisqu'on les a collectés? Donc, grâce à la segmentation, ce que je vous disais tout à l'heure, dès le départ, il faut penser segmentation. On sait comment être pertinent pour communiquer avec les prospects et les personnes qu'on a dans notre liste d'abonnés. On le sait puisqu'on a segmenté. Celui-là, il est intéressé par les chaussures de randonnée. Celui-là, il est intéressé par les VTT. Ce n'est pas la même personne, je ne vais pas lui parler de la même façon. Donc comment le faire? On va leur amener de la valeur avant tout. Alors ça nécessite du contenu. Là, c'est pareil. Aujourd'hui, le contenu, on en parle depuis des années. Ces phrases toutes faites, le contenu est roi, blablabla, on en parle depuis des années. N'empêche que la réalité, c'est que des boîtes qui font du contenu correctement, il n'y en a pas tant que ça. Parce que ça prend du temps, parce que ça demande des ressources, parce que ça coûte de l'argent, et que c'est plus facile et commode, encore une fois, on en revient toujours à la même chose, de prendre cet argent au lieu de créer du contenu, puis d'aller faire de la pub. D'aller faire de la pub et d'aller cibler comme un malade et d'essayer d'amener le maximum de gens. On est tous coupables de ça, ça a toujours été. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est comme ça que ça marchait. C'est juste que maintenant, il est temps de penser autrement. Donc, ça nécessite du contenu. On va leur amener de la valeur régulièrement. On va essayer de mieux les comprendre et d'ajouter des segmentations supplémentaires. Plus on sait des choses sur la personne et plus on peut lui parler de manière personnelle, très très pertinente, tout en étant automatisé. C'est ça qui est génial. On va pouvoir obtenir du feedback du marché. Alors, si j'essaie de vous donner un peu de concret par rapport à ça et par rapport à ce que j'ai pu faire, par exemple, donc tous les gens qui ont signé pour la formation gratuite sur Google Ads Editor, il n'y a pas longtemps, j'ai sorti une nouvelle étude parce que je fais pas mal de contenu et je fais beaucoup d'études sur la plateforme Google Ads notamment. Et je leur envoie des études comme ça. Et puis dans un mail suivant, je leur dis tiens, au fait, cette étude-là, elle est toujours d'actualité, elle a eu un succès fou.
ça peut peut-être t'aider, tu as peut-être des choses à apprendre. Donc je demande rien, mais j'envoie de la valeur, j'envoie du contenu, comme ça. Et donc au fur et à mesure, les gens, ils prennent une certaine forme d'habitude de se dire, bon, ces emails, ils sont sympas, il envoie de la valeur, et ça va, il m'agresse pas avec des offres à tout bout de champ, il est sympa, c'est cool ses contenus. Donc ils commencent à nous aimer bien, ils commencent à avoir confiance en nous, et on crée une relation. Ça, c'est important. Ensuite, mieux les comprendre. Et bah, typiquement, dans un troisième email, je vais leur envoyer un truc du genre toi, t'es comment? T'es un mec qui t'intéresse à Google Ads, mais tu bosses en agence, t'es salarié? Ou alors t'es indépendant? Ou alors t'es employé, mais tu penses à devenir indépendant? Parce que j'ai une formation pour les indépendants, puis j'ai une formation pour les salariés. Donc du coup, ça m'intéresse d'en savoir plus sur eux. Donc je vais mieux les comprendre et mieux les segmenter, je vais pouvoir diviser un peu mes listes et puis être encore plus pertinent à l'avenir. Obtenir du feedback marché, bah, typiquement, un des derniers emails que je leur ai envoyé, c'est je suis toujours en recherche d'idées pour créer des contenus qui vont t'intéresser. C'est quoi que tu aimerais que j'écrive ou que je fasse comme vidéo? C'est quoi les sujets qui t'intéressent? C'est quoi tes défis? T'aimerais apprendre quoi? Donc là, on a du feedback, les gens nous réécrivent et ils nous donnent un plan de contenu, c'est eux qui nous le donnent, c'est génial. Et puis ensuite, voilà, lorsqu'on ira sur la vente, on va utiliser un modèle AIDA qui est très classique. Le modèle AIDA, c'est ce qu'on fait pour structurer des pages de vente dans la plupart des cas. Et au lieu d'avoir un AIDA qui fait toute une landing page, on va avoir un AIDA divisé par plusieurs emails. Donc on va y aller tranquillement, on va leur faire plusieurs emails. C'est un peu ce concept de page découpée en horizontale plutôt que d'avoir un grand truc vertical. Donc voilà dans l'idée comment on fait pour entretenir la relation personnelle et à la fois aussi atteindre ses objectifs. Donc l'emailing comme outil de persuasion. Alors, avantage inconvénient, un des inconvénients majeurs, c'est que la plupart du temps, il faut un outil. Donc ça veut dire apprendre comment ça fonctionne l'outil, se former dessus, ou alors éventuellement avoir un nouveau prestataire pour gérer nos emailing. Donc ça, c'est un des plus gros inconvénients. Maintenant, il y a quand même beaucoup d'avantages. Communiquer avec les prospects par email, ça coûte nettement moins cher que si vous faites de la publicité pour les recibler. Bah évidemment, les emails, ils sont à vous. Et après, vous envoyez des emails, vous n'avez rien à payer, si ce n'est votre abonnement à la plateforme d'emailing chaque mois. Mais enfin, au-delà de ça, vous ne payez plus à chaque interaction, contrairement à ce qu'on fait sur les plateformes publicitaires. Mais après, encore une fois, il y a d'autres coûts. Il faut créer les emails, il faut payer l'abonnement de l'emailing, il faut créer du contenu. Donc, ce n'est pas une opération blanche. Mais malgré tout, on va pouvoir communiquer beaucoup plus personnellement et beaucoup plus souvent avec eux sans que ça nous coûte. Le format d'email permet beaucoup plus que la publicité en termes de personnalisation et de persuasion. Bah, évidemment, je veux dire, entre une bannière et un email, il n'y a pas photo. Ça, c'est clair. Et puis, l'emailing, ça a toujours été la source de trafic la plus rentable. Ça, on le sait depuis toujours. La valeur de l'emailing, d'un point de vue rentabilité, c'est ce qu'il y a de plus rentable. Et enfin, comme je l'ai déjà évoqué, les emails permettent aussi de créer des audiences dans les plateformes, des audiences de remarketing. Elles ne sont plus basées sur des cookies, elles sont basées sur des emails. Le CRM pour traquer des conversions. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'était le premier problème, à savoir qu'on fait venir les gens, mais on ne peut plus les recibler ensuite. Donc du coup, pour résoudre ce problème, on récupère leur email et on va pouvoir les recibler avec des audiences email si on a envie, et les deux, on va pouvoir aussi communiquer avec eux par email plutôt que de faire des bannières en multitouche. Et à mon sens, c'est mieux. Donc le CRM pour traquer les conversions. Là, on touche au deuxième problème. Vous vous rappelez, le deuxième problème, c'est les pixels publicitaires et du coup, on n'arrive plus à avoir toutes les conversions. Donc en gros, nos campagnes, on va avoir l'impression qu'elles sont moins rentables, qu'on a moins de conversions. En vrai, elles sont toujours là, mais elles sont plus remontées. Donc là, le CRM, vraiment, c'est un outil qui va nous permettre de compenser cette lacune-là. Donc ça permet de contrer la mesure des conversions par JavaScript cookies, ce que je viens de dire. On sélectionne des statuts CRM spécifiques et on en fait des conversions dans la plateforme publicitaire. Donc, par exemple, lead initié, donc ça veut dire le lead, il est rentré dans le CRM. Ensuite, lead qualifié, il y a un sales qui a appelé le prospect. C'est un vrai prospect, il existe, et puis il est vraiment intéressé. Ok, c'est génial. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un lead qualifié. Et du coup, ça devient des conversions dans les plateformes publicitaires. Le lead non qualifié, c'est intéressant aussi de le choper, parce que s'il y a une campagne qui génère plein de leads, on s'arrête là. D'accord, on voit juste ça. On se dit, waouh, la campagne, elle fait plein de leads, c'est génial, j'ai un coût par lead qui est excellent. Et puis finalement, on ajoute ces deux trucs-là, et puis malheureusement, cette campagne, elle fait que des leads non qualifiés. Donc c'est important d'avoir les deux. Et puis ensuite, ça dépend un peu des business, mais en gros, si les affaires se passent dans les 90 jours, on va aussi pouvoir importer les clients. C'est-à-dire qu'il a commencé ici, il a été appelé par le sales, il était intéressé, il est devenu client. Il est devenu client, il a même une valeur client.
il a fait du chiffre d'affaires. Tout ça, c'est des choses qu'on va pouvoir remonter dans les plateformes publicitaires. Et finalement, on se retrouve avec un suivi des conversions JavaScript qui nous dit qu'on a fait 10 formulaires, et quand on voit les conversions CRM, on en a fait 20. Le CRM, il ment pas. Et ça, c'est énorme, c'est un énorme avantage. Donc de plus, optimiser les campagnes pour des prospects qualifiés ou des clients, c'est le meilleur signal à donner aux algorithmes. Rappelez-vous ce que je viens de vous dire à l'instant. Si on s'arrête simplement au fait du formulaire, si là-dedans il y a 80% de gens qui sont des mauvais leads, bah, quel signal on donne à manger aux algorithmes? On ne lui donne pas les bons, en fait. Donc le CRM, c'est vraiment le truc qu'il faut absolument considérer aujourd'hui. Donc ça va permettre de vendre des leads qualifiés uniquement, rémunération à la performance. Et ça va même permettre de facturer un pourcentage du chiffre d'affaires généré par des prospects qui sont devenus clients. Vous voyez, d'un point de vue communication, là je me place en tant que forcément prestataire qui vend ses services. Quand on fait de la génération de prospects, le standard aujourd'hui c'est de dire, voilà, il y a tant de formulaires, alors je te prends tant par formulaire. Mais du coup, s'il y a 80% de mauvais, c'est pas bon. On vend des mauvais leads. Alors que grâce au CRM, on va même être capable de vendre que des vrais bons leads, voire même de dire, ok, je te prends uniquement un pourcentage du chiffre d'affaires généré par les leads qui sont devenus clients. Vous voyez, d'un point de vue raisonnement, c'est quand même une autre histoire. Donc là, c'était juste pour vous donner 2-3 exemples. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, on est dans Google Ads. Donc, on se retrouve avec, voilà, lead Salesforce initié, coût par lead initié, coût par taux de lead, bon lead Salesforce, avec un coût par bon lead, mauvais lead Salesforce, etc. Donc tout de suite, la vision qu'on va avoir pour optimiser nos campagnes, elle n'a plus rien à voir. Et typiquement, avec un client comme celui-ci, entre le jour où on a optimisé pour des conversions qui étaient l'envoi du formulaire, et le jour où on a mis en place ces statuts Salesforce importés dans la plateforme, et qu'on a commencé à optimiser seulement pour les bons clients, ses résultats, son coût par bon lead, il a été divisé par 2 en 3 mois à peu près. C'est énorme, c'est énorme. On est dans une industrie qui vend du MBA, etc. Je peux vous garantir, les coûts par bon lead, c'est quand même assez cher. Le diviser par 2, ce coût par bon lead, c'est incroyable. Après, là, on a un exemple, par exemple, pour Zoho. Donc, pareil, lead qualifié Zoho. Donc ça veut dire que c'est des gens qui ont été déjà appelés par un commercial, et on est sûr que c'est des vraies personnes et qu'elles sont effectivement intéressées. Après, là, on va être plutôt dans un contexte Facebook. Donc, chez Google, on va pouvoir importer des statuts à l'intérieur de Google Ads. Pour Facebook, c'est un peu différent. Généralement, on importe des leads générés par les campagnes dans le CRM et on fait les analyses dans le CRM. Mais le principe reste le même. Le principe reste le même. Donc, grâce au CRM, on va beaucoup plus loin, notamment en génération de prospects, et on va pouvoir être capable d'avoir une vision à la fois complète que les cookies ne nous offrent plus, parce qu'il y en a de moins en moins, et à la fois beaucoup plus qualitative aussi. Donc il y a plein de CRM qui sont compatibles. En voilà quelques-uns, mais il y en a encore plus que ça. Donc après, le niveau d'intégration va varier selon, mais en gros, dès qu'on a un CRM, on va pouvoir lier à une plateforme publicitaire. La connaissance de l'audience devient encore plus importante. Alors, là encore, rien de nouveau. Connaître son marché, c'est la base de tout. Mais le nombre d'entreprises qui ne connaissent pas leurs clients correctement, c'est la majorité. D'accord? Donc on va enfoncer des portes ouvertes, mais c'est important de le rappeler. Donc, quelles questions se pose votre audience? Quels sont leurs défis? Alors, connaître les questions et les défis de l'audience, ça permettra de créer du contenu que l'audience voudra obtenir en échange d'un email. D'accord? Connaître les questions et les défis de l'audience, ça permet aussi de créer des pages de vente qui convertissent jusqu'à 10 fois plus. On va voir des exemples après que le site web corporate. Par exemple, nous, on n'imagine vraiment plus vendre des campagnes Google, en tout cas pour faire de la performance, de la génération de prospects ou des ventes, sans faire une landing page copyrightée basée sur une étude sérieuse du marché cible et de comprendre profondément les gens qu'il y a derrière ça, de manière à leur parler. Donc on doit étudier et questionner l'audience. Donc voilà un exemple de comment on va questionner nos clients. Si on a déjà des clients, on va faire des enquêtes clients. Si on n'a pas encore de clients, on va aller épier le marché. Donc, quelles sont les questions qu'ils posent sur les forums, sur les groupes Facebook, les groupes LinkedIn? C'est des mines d'or incroyables.
quelles questions il laisse en commentaire sur des articles de blog qui traitent de votre thématique, quels avis il donne sur les livres de votre domaine. On va regarder un peu les bons avis, ce que les gens ont aimé, on va aussi regarder les mauvais avis pour dire ce qui manquait dans le livre. Et tout ça, c'est des choses des questions qui se posent en fait. Si vous arrivez, vous regardez genre les 10 meilleurs livres de votre catégorie, et dans les 10 meilleurs livres, il y a plein de gens qui se plaignent que ça, c'est pas dedans. Vous faites un livre blanc sur le truc qui manque dans le livre et vous en faites la promotion, vous êtes sûr de faire une récolte d'emails extrêmement concrète, vous voyez. Qu'est-ce qu'ils reprochent aux acteurs du secteur? Donc on va aller regarder un petit peu les avis. Aujourd'hui, du feedback du marché, il y en a partout en fait. C'est une opportunité qui est gigantesque. Quels sont les contenus les plus populaires dans votre domaine? Et puis voir comment vous allez pouvoir vous inspirer de ça. Donc exemple de recherche, donc pour un client qui est une clinique de jeûne thérapeutique, je veux bien s'il te plaît que tu nous amènes sur la spreadsheet. Ah, mince alors. Alors attends, je vais te donner l'accès parce que c'est important de montrer ça. Est-ce que j'ai du réseau? T'as fait la... Ouais, t'as fait la demande. Ok. Ok, c'est bon. Hop. Je te donne l'accès tout de suite. Voilà, normalement, tu dois avoir l'accès. Ouais, je pense. Voilà. Donc en gros, j'ai été... Tout ce que je vous ai dit avant, les forums, les avis, les commentaires de blog, les livres, etc. Et j'ai trouvé du feedback marché qui vaut de l'or et qui nous permet ensuite derrière de créer des pages qui cartonnent à fond. Donc, quelles sont les objections, les questions, les peurs? Donc tout ça, c'est ce qu'expriment les gens sur Internet. Si tu descends un peu, vas-y encore un petit peu. Voilà, donc quelles sont les motivations? Quelles sont les motivations des gens pour faire un jeûne thérapeutique? Ça, c'est pareil, ça c'est de l'or, de l'or, de l'or. Tu mets ça sur ta page, tu as tout compris. Les gens, ils disent, waouh, ils ont tout compris. Ils sont vraiment experts. C'est chez eux que je veux aller. Si tu descends encore un peu, voilà, les expériences décevantes, après tu vas avoir des expériences positives. Donc tout ça, c'est de l'inspiration pour vraiment bien s'imprégner et comprendre le marché. Je pense qu'on peut revenir sur la présentation. On est au niveau timing, il faut que je me dépêche, il nous reste 5 minutes à peu près. Alors du coup, j'avais donné un deuxième exemple, à la limite, comme les slides seront partagés, les gens pourront aller voir, c'est la même chose, c'est un document de recherche sur une autre thématique qui montre à quel point on peut récolter du feedback incroyable sur Internet. Donc standardiser la recherche de marché en ligne, donc là en gros c'est un template, comment on va aller chercher et structurer ça. C'est un document templétisé, complet, qui va permettre de catégoriser ce qu'on trouve sur Internet. Donc un autre exemple pour vous expliquer. Donc là on est sur la page de vente de notre formation. En gros, on a un taux de conversion de 1,85 sur une page qui fait la vente d'une formation qui démarre à 1500 €, Formule 2 à 2900 €, Formule 3 à 3900 €. On a un panier moyen d'à peu près 2005. Sur 2500 € de panier moyen, on se retrouve avec quasiment 2% de taux de conversion. C'est énorme, c'est gigantesque. Et en fait, un truc qui revient beaucoup, énormément, c'est j'ai eu l'impression que la page, elle était écrite pour moi. Je me suis complètement reconnu dans ce que tu disais. C'est comme si c'était dans ma tête. Il y a... Sans déconner, sur, je sais pas, 50 ou 60 élèves qu'on a déjà eu, je dirais qu'il y en a au moins 10 qui m'ont dit ça mot pour mot. J'ai vu ta page, c'est devenu une évidence. Pourquoi? Parce que j'ai fait le travail préalable, j'ai fait des dizaines d'interviews avec des gens qui étaient mon marché, j'ai été regardé sur Internet, je me suis tellement imprégné, je suis devenu mon marché. Et après, derrière, je sors une page où ils lisent ça et ils se disent « Waouh, il a tout compris, c'est pour moi ça ». Donc ça, c'est voilà, juste un petit avant-après. En gros, ça, c'est des clients sur lesquels on a commencé à faire de la pub sur leur site corporate. Les sites corporate sont jamais les meilleurs, c'est très rare. Et après, derrière, on fait une landing page copyrightée basée sur une recherche de marché. Et on a ces taux de conversion-là par rapport à avant avec ces progressions-là. Enfin, c'est juste pour vous donner une idée de l'impact qu'on peut avoir avec les landing pages. Les landing pages doivent devenir encore plus quelque chose qui fait partie de la stratégie aujourd'hui.
Donc là, j'ai donné pas mal d'exemples. Par rapport au timing, on ne va pas forcément aller dessus. Mais encore une fois, les gens auront les slides, ils pourront aller voir un petit peu l'approche. Donc adapter la manière dont on fait les campagnes publicitaires. Donc back to basics, ça c'est important de le dire, c'est les basiques. Et pourtant les basiques, ils sont jamais respectés. Vous seriez étonné, c'est un truc de dingue. Donc adapter encore mieux l'offre et le call to action d'une landing page à la température du trafic. Est-ce que les gens ne me connaissent pas, ils arrivent, ils ont besoin encore de temps. À ce moment-là, aller chercher la vente, ça n'a pas de sens en fait. Si j'amène du trafic froid sur une landing page et que je leur dis achète mon produit, ça n'a aucun sens. Donc il faut adapter ce qu'on leur propose. Peut-être qu'à ce moment-là, sur du trafic froid, on va leur dire bah, donne-moi ton email, puis je vais t'apprendre encore un peu plus sur le sujet. Donc on va adapter vraiment l'offre, le call to action de la landing page à la température du trafic. Il faut avoir des pages différentes selon les stades de maturation des gens par rapport à un achat. Il faut avoir des actions de conversion différentes selon les étapes du tunnel. Normalement, c'est la base du marketing. Pourtant, peu sont les entreprises qui appliquent cela. Donc là, je vous ai donné un exemple où finalement, pour un client, on a une landing page pour un stade awareness. Donc là, tu vas télécharger un livre blanc. Ici, on a une étape de considération où on va commencer par... c'est des gens qui ont un problème et qui cherchent à résoudre leur problème. Donc nous, on commence par leur problème et leur dire à quel point on les comprend. Et ensuite, on les amène gentiment sur la solution qu'on propose. Et puis ensuite, en stade de conversion, quand les gens ils cherchent une solution qui correspond à ce que le client vend, alors là, enfin, c'est bon, il n'y a plus besoin de parler de problème. Là, on lui vend notre proposition de valeur, notre offre, etc. On va avoir plusieurs pages en fonction des types de personnes qu'on va amener et selon leur état de maturité. C'est extrêmement important. C'est pourtant vraiment, encore une fois, j'insiste, c'est la base du marketing et pourtant, personne ne fait ça. Personne ou très peu. Après, on va avoir une page... une page par canal d'acquisition. Donc par exemple, on va se retrouver avec une page pour faire du Google Search, on va se retrouver avec une page pour faire du display, on pourrait se retrouver avec une page pour faire de la programmatique, une page pour faire du Facebook Ads. Pourquoi? Parce que comme les conversions ne remontent plus correctement à cause des cookies, eh ben, on aura quand même une idée du nombre de conversions réelles. Les formulaires envoyés sur une page, ils sont comptabilisés et on peut être sûr. Si on a une page pour tout, on ne sait pas d'où ça vient. Si on a une page par canal, on sait déjà beaucoup plus d'où ça vient. Rappelez-vous, l'idée c'est de continuer à pouvoir traquer et faire notre métier à travers les réglementations qui changent et la technologie qui évolue contre nous. Donc ça permet en partie de combler la mesure des conversions après affichage. Donc les basiques sont oubliés, l'explosion, donc là vraiment c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Plein de ciblage, plein d'audience, du coup on a vraiment préféré faire de la publicité plutôt que de faire de l'emailing et d'avoir des vraies relations avec ses clients. On a choisi la facilité. Donc voilà, on se retrouve avec des inadéquations totales. Je suis complètement froid, je t'envoie sur une page de vente. Je me dis mais ils sont fous ces gens-là, ils veulent me vendre un truc, j'ai même pas compris encore l'intégralité du domaine dans lequel ils agissent et ce que je veux acheter. Mais c'est pas grave, parce que je vais te recibler encore et encore et encore et encore et encore. Et comme ça, c'est comme ça que tu vois le canapé ou les chaussures Zalando, les chaussures machin, partout, tout le temps. Et les gens, ils s'en plaignent. Et finalement, on est tous coupables de ça, mais c'est de notre faute. Si aujourd'hui on est dans la situation actuelle avec les régulations liées à la vie privée et liées à l'obligation de, enfin, la suppression des cookies, il y a eu tellement d'abus que les gens ils en ont eu marre et ça a aussi été un déclencheur pour ces régulations et ces navigateurs qui se mettent en guerre contre nous. Ça a aussi engraissé les GAFA, solution de facilité. Donc un exemple, comment créer une campagne Google. Donc là je tombe sur une annonce et puis j'arrive sur une page où on me dit optimisez vos résultats Google avec telle agence, obtenez un audit, mais je te demande comment créer une campagne Google. Je suis froid à ce moment-là. Donne-moi du contenu sur comment créer des campagnes Google. Montre-moi que tu es un expert et vends-moi ensuite au bout du compte que plutôt que de le gérer moi-même et de faire des conneries, j'ai intérêt à passer avec toi. Ça, c'est de la cohérence et de la pertinence. Si je cherche à créer une campagne Google et que j'arrive là-dessus et qu'on me dit tiens, fais un audit de ton compte, mais putain, j'ai pas encore de campagne. Comment veux-tu faire un audit? T'es débile. Vous voyez ce que je veux dire? C'est fou. Enfin, j'ai rien contre cette agence, hein, attention. Et j'ai rien contre les gens qui ont mis en place les campagnes. Mais voilà, c'est juste un mindset, un état d'esprit, c'est important de le rappeler. Donc pour conclure, quand on a des pages et qu'on attire des gens en haut du funnel, des gens qui ne sont pas encore matures, il va falloir créer du contenu, il va falloir le proposer gratuitement contre un email, il va falloir segmenter, ça va permettre de créer de la confiance et d'offrir de la valeur. Et enfin, quand toutes les objections ont été traitées, donc au fur et à mesure, un email, une objection.
Ensuite, un email attention, intérêt, désir, action, AIDA. Et enfin seulement, on va pouvoir aller sur la vente. Après, au milieu du tunnel, on va aller sur une approche problème. Si je reprends l'exemple de mon client tout à l'heure, donc Tipeee, c'est une entreprise lausannoise qui vend des logiciels en ligne pour gérer la gestion du temps, qui est une obligation en Suisse pour les collaborateurs, etc. On se rend compte qu'en fait, il y a plein de gens qui cherchent comment gérer le temps sur Excel. Et finalement, on a fait une page où on leur explique comment régler leurs problèmes dans Excel, mais comment aussi c'est chiant de faire ça dans Excel et c'est pas parfaitement adapté, et comment finalement, au bout du compte, quand on a bien descendu la page, notre solution elle est vachement plus adaptée, elle te permet de faire beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement ce que tu fais dans Excel, et ça te coûte que 7 balles par mois. Vous voyez, donc on va avoir plutôt une approche problème, à prouver la légitimité en montrant qu'on a bien compris, on va raconter l'histoire, et enfin on va avancer l'offre, mais bien en bas dans la page, une page qui sera assez longue, et puis enfin sur une démarche droite au but pour les gens qui veulent, enfin voilà, celui qui cherche logiciel en ligne de gestion du temps, lui il s'en fout des problèmes, lui il veut l'offre et il veut aller à l'essentiel, donc on commence par la proposition de valeur, on prouve la crédibilité en montrant les awards, les clients satisfaits, on va dans le détail de l'offre, et on vise la vente, voilà.